Eh bien, bienvenue à vous tous sur le podcast C'est autorisé. C'est avec beaucoup de plaisir, et je l'avoue, une certaine émotion, que s'ouvre ce premier chapitre d'une aventure qui me tient profondément à cœur. Pourquoi ce podcast ? Et pourquoi ce titre C'est autorisé ? Parce qu'il y a une phrase qu'on entend rarement dans le monde du travail, une phrase pourtant simple, mais qui change tout. Oui, c'est autorisé. Alors dans la société comme dans nos entreprises, tout est de plus en plus encadré, normé, verrouillé. On gère d'abord la finance, les process, les tableaux, et on espère que l'humain suivra. Mais si on inversait la logique, si on décidait que la performance économique pouvait reposer sur l'humain au lieu de l'écraser, c'est cette conviction que je défends à travers la méthode que j'ai développée et qui s'appelle la puissance humaine. C'est une méthode que je veux concrète, exigeante, mais profondément respectueuse, qui remet l'humain au centre de l'organisation. Et non pas par idéalisme, mais tout simplement parce que ça fonctionne, parce que ça crée de la valeur, parce que ça transforme durablement les entreprises. Alors avec ce podcast, c'est autorisé, je donne la parole à celles et ceux qui, comme moi, croient qu'il est temps d'oser autre chose. Des dirigeants, des décideurs, des managers, des sportifs. Et tous ont un point commun. Ils ont compris qu'on peut concilier résultats et respect, exigence et compréhension, économie et humanité. Et surtout, ils l'ont mise en pratique. Alors, si vous pensiez que c'était impossible, je vous propose qu'on commence par cette idée simple. C'est possible. Et ce qui est possible doit être autorisé. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, eh bien c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois Nicolas Bassière. Nicolas, je te connais depuis de nombreuses années. Avant de te laisser la parole pour que tu nous partages ton parcours, tes convictions, et je sais que tu en as, tes réussites, et je sais également que tu en as, j'allais dire tes faits d'armes, en quelque sorte, je souhaite livrer un bref témoignage personnel. J'ai eu l'honneur d'intervenir au sein de ton entreprise, Pim Pam Pom, comme consultant et formateur. J'ai ainsi pu observer de très près à quel point la force humaine, lorsqu'elle est placée au cœur de la stratégie, peut devenir un levier d'efficacité redoutable, à condition, bien sûr, d'y croire vraiment et d'en faire un choix assumé, structurant, essentiel. Alors pour débuter, Nicolas, je me doute que les auditeurs ont besoin de savoir qui tu es. En quelques mots, raconte-nous ton parcours et ce qui t'a mené là où tu es aujourd'hui. Alors bonjour Franck, tout d'abord merci de m'accueillir pour ce premier podcast et je suis honoré de couper le ruban de C'est autorisé. Donc merci de me permettre de partager ce moment-là avec toi. Donc effectivement, Nicolas Bassière, j'ai 44 ans, j'ai 4 petits garçons et j'ai co-créé et co-dirigé un groupe de crèches pour la garde d'enfants. C'est une entreprise que j'ai créée en 2010. Même si rien ne me prédestinait à ce parcours-là, puisqu'à la base, je suis ingénieur de formation dans l'aérospatiale. Mon rêve d'enfant, c'était de devenir Thomas Pesquet. Et donc, si je vous parle aujourd'hui, c'est que je suis resté sur Terre. Et donc, voilà, après quelques années en tant qu'ingénieur dans l'aérospatiale et puis dans le monde du conseil et de l'ingénierie, en 2010, j'ai voulu lancer ma propre entreprise. Je me suis très, très rapidement associé avec un partenaire et donc nous avons créé Pim Pam Pom, une entreprise normande. Le projet initial était de dire si on arrive à créer notre propre entreprise, notre propre crèche et avoir quelques salariés, on sera très content puisqu'on sera autonome, on sera libre. C'était le projet initial avec l'humain au cœur du projet justement. On a ouvert notre première crèche le 2 janvier 2013 avec 7 salariés et l'aventure s'est poursuivie jusqu'au 31 mai 2024, date à laquelle nous avons revendu notre groupe. Et donc l'entreprise était arrivée à 130 personnes. Aujourd'hui, je poursuis professionnellement l'aventure, mais je suis dans une phase de transition professionnelle puisque je suis en train de recréer une société de conseil aux dirigeants et aux entreprises orientée justement sur
l'importance de l'engagement des salariés dans l'entreprise, de la fidélisation, de la stratégie et de l'innovation dans l'entreprise via une société en cours de création qui s'appelle, je vous le donne un peu en avant-première, Abarus Conseil et qui sera active à partir du mois de septembre 2025. Eh bien, je suis ravi que tu puisses pour la première fois évoquer cette nouvelle structure. Je te souhaite d'ailleurs plein de réussite et autant que tu as pu en avoir avec Pim Pam Pom. Et moi qui te connais, moi qui ai pu t'accompagner au sein de cette magnifique aventure de crèche en Normandie, je sais que tu es resté sur Terre. Et je sais, pour l'avoir constaté, que l'humain a été au cœur de ton projet. Et ça tombe bien puisque c'est l'objet de la puissance humaine. Et donc me vient naturellement une question, quand on met l'humain au cœur de son projet entrepreneurial, qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour les auditeurs qui nous écoutent? Alors, selon moi, mettre l'humain au cœur de l'entreprise, c'est considérer le salarié comme une ressource, non pas comme une ressource humaine, mais comme une richesse humaine. On parle bien de RH, mais on ne parle pas de ressources, mais de richesse humaine. Dès les premiers recrutements chez Pim Pam Pom, j'avais expliqué aux salariés, alors essentiellement, personnel essentiellement féminin, qu'on était tous dans le même bateau. C'est-à-dire que oui, il faut un capitaine pour diriger le navire, mais s'il n'y a personne dans le bateau il n'avance pas. Et donc mettre l'humain au cœur du projet entrepreneurial, c'est considérer que le salarié, il est moteur de la réussite de l'entreprise, mais il est aussi acteur de sa propre réussite au sein de l'entreprise. Et donc, ça veut dire que le salarié, c'est pas seulement un moyen pour atteindre des objectifs, notamment financiers. Il est acteur participatif de la réussite de l'entreprise, mais de sa propre réussite professionnelle à lui-même. Et puis, de manière plus concrète, mettre de l'humain dans l'entreprise, c'est bien intégrer le fait que le salarié, c'est une personne, c'est une femme, c'est un homme, et donc il peut avoir des problématiques personnelles. Donc, intégrer l'aspect personnel quand on recrute quelqu'un, prendre en compte son avis, être à l'écoute. Et dans ma manière de manager, j'ai toujours fait en sorte que les gens assument leur choix. Donc, quand quelqu'un avait une proposition à faire, l'écouter et faire en sorte que le choix, l'orientation qui est faite puisse être assumée par la personne. Et c'est une bonne manière de l'engager dans l'entreprise et de l'intégrer pleinement au cœur du projet. Ce témoignage, pour moi, est très riche et je dois l'avouer, à titre personnel, je l'apprécie beaucoup parce que j'ai été salarié, que je suis aussi aujourd'hui consultant et formateur, que je suis moi le témoin privilégié de la façon avec laquelle les salariés travaillent et se développent au sein de l'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Et il y a quelque chose qui fait écho dans ce que tu viens de dire, et fortement écho, c'est considérer le salarié comme étant non pas une ressource, mais une richesse. Et moi, j'ai coutume de dire que c'est d'ailleurs la première richesse de l'entreprise, c'est l'individu, c'est le salarié, c'est ce que tu as développé. Et à quel moment, si tu avais peut-être, je sais pas, un moment clé où tu t'es dit que c'est cet aspect humain qui devait absolument passer avant tout le reste. Ce serait quand, si tu as eu à un moment donné vu arriver cela comme une évidence. J'ai deux, trois exemples qui me viennent en tête, parfois des exemples un peu malheureux ou douloureux, et puis parfois des exemples beaucoup plus joyeux. Alors, je vais commencer par un exemple un peu plus douloureux que j'ai eu à vivre au cours de ma carrière chez Pim Pam Pom. C'est la perte d'une salariée qui avait mon âge, à 40 ans. Et donc forcément, là, l'ensemble de l'entreprise est complètement effondré. Une collègue de travail, donc là, on se retrouve dans un contexte dramatique où l'équipe est fortement soudée et en fait, on n'est plus dans une entreprise, on est dans une famille. C'est-à-dire qu'il y a un esprit de solidarité, un esprit familial qui se crée de manière naturelle. Et là, il reste que l'humain, en fait. Là, on se retrouve juste à notre posture d'être humain. Il n'y a plus de salariés, il n'y a plus de dirigeants. On est juste des collègues et on se serre les coudes. Et puis, pour rebondir sur peut-être un exemple ou des exemples plus joyeux et plus positifs, moi, je repense tout simplement à notre premier recrutement, qui était la directrice de la toute première crèche, donc qui s'appelait Julie, et qui est toujours là, chez Pim Pam Pom, 14 ans après. Dans le contexte de l'époque, mon associé et moi étions en
pleine création d'entreprise, donc au chômage, moi sortant de l'hôpital, voilà, et on rencontre cette personne-là pour lui dire, voilà, notre projet, ce sera que dans 2 ou 3 ans, hein, puisque le temps d'avoir les autorisations pour ouvrir la crèche et de la construire, voilà, on coupera le ruban peut-être que dans 2 ou 3 ans. On est 2 hommes, on est au chômage, on est ingénieur, on vient pas du secteur de la petite enfance, mais faites-nous confiance. Rejoignez-nous et ça va marcher. Qu'est-ce qui peut faire qu'on arrive à convaincre et engager la personne dans ce moment-là? C'est l'humain. Parce que cette Julie a en face d'elle deux jeunes garçons qui n'ont pas de boulot, qui ont un projet en tête un peu farfelu, faire des crèches, en plus à horaire atypique, hein, qui commence très tôt le matin, 4h30, ou qui ferme très tard le soir, 22h, donc quelque chose qui se faisait pas à l'époque. Il n'y a que l'humain qui a fait qu'elle nous a fait confiance, et preuve en est, c'est qu'elle est toujours là dans l'entreprise. Et puis voilà, au fil de la vie entrepreneuriale, quand on a recruté nos premières salariés, les 7 premières salariés dont je parlais tout à l'heure, la crèche n'était pas construite, donc on les recevait pour les entretiens d'embauche dans un Algeco. Vous doutez bien que le contexte fait qu'il faut un peu se mettre à nu en tant que homme humain pour dire voilà, j'ai des arguments forts et croyez-moi, ce projet va aller au bout et c'est très intuitu personnel, c'est-à-dire que là, les personnes achètent ma figure entre guillemets, quoi. Voilà, puis au quotidien. Quand on organise un événement, qu'on reçoit des petits SMS de merci, ou que le soir à 21h, je fais office de psychologue pour recevoir, façon de parler, des salariés qui ont des problèmes familiaux, des problèmes d'argent, des problèmes divers et variés, on sort un petit peu de son champ de compétences en tant que dirigeant, manager, mais en tout cas on est présent, on est à l'écoute. Et je pense que voilà, pour conclure sur cette question, pour que l'humain soit vraiment présent, il faut être à l'écoute, il faut être là et arriver à sortir un petit peu de sa posture de simple dirigeant. En t'écoutant, je me faisais plusieurs remarques, peu importe l'ordre. La première, c'est que à ceux qui n'ont pas tout à fait compris ce qu'est le quotidien d'un chef d'entreprise, eh bien, tu nous en donnes une très belle illustration depuis la création, c'est-à-dire le vrai projet entrepreneurial, jusqu'à la mise en place de l'équipe, avec tout ce que cela suppose et tous les événements humains, émotionnellement forts que vous avez vécus. Pour moi, c'est ça une entreprise, et tu l'expliques très bien. Je trouve d'ailleurs que dans beaucoup de structures, on tente de le mettre de côté, alors que l'essentiel pour lequel les gens se lèvent le matin, c'est pour l'humain. Et c'est ce que j'aime, et c'est ce qui nous a aussi réunis à un moment donné, je trouve, Nicolas. Je me vient aussi cette question, parce que quand tu insistes, et on le sent très bien que l'humain chez toi c'est très fort, à quel moment peut-être tu pourrais nous faire partager, à quel moment tu as senti que cet élément humain apporte une vraie différence pour les équipes, surtout au moment où Pim Pam Pom est en train de se développer? Alors, il y a un mot qui est très souvent ressorti dès la création de Pim Pam Pom et jusqu'à sa cession, c'est que les salariés m'expliquaient que je co-dirigeais avec mon associé comme un père de famille et qu'on prenait des décisions non pas selon des process, mais selon le bon sens. Oui, il faut des process, comme dans toute entreprise, surtout dans le monde de la crèche, où vous imaginez bien que il y a énormément de réglementations. Mais parfois revenir à des basiques et du bon sens et gérer une entreprise comme un bon père de famille, financièrement, mais aussi humainement. Et là où je pense que nous avons pu faire la différence dans notre manière de manager, c'est que on a toujours expliqué nos choix. C'est un petit peu comme un enfant, si on lui dit va pas à droite mais va à gauche, il aura envie évidemment d'aller à droite. Mais si on lui explique pourquoi il faut aller dans telle direction et pas une autre, quel est le sens de cette décision, et quel avantage il va avoir à suivre cette décision-là ou cette voie-là, on va plus facilement gagner l'adhésion. Et donc, tous les choix qu'on a pu faire, managériaux, organisationnels, techniques, financiers, en termes de humains aussi, de recrutement, etc., ils ont toujours été expliqués en toute transparence et on a toujours eu l'adhésion de l'équipe. Et c'est comme ça qu'on a réussi à engager l'équipe et à être suivi dans la progression de l'entreprise. Et puis, je pense aussi que dans notre manière de diriger, on n'a jamais eu les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire que
on a toujours maîtrisé notre croissance et on a privilégié la qualité à la quantité. Pim Pam Pom est une entreprise que j'ai cédée au bout de 14 ans d'activité. Entre guillemets, 6 crèches, c'est pas énorme non plus dans le secteur de la petite enfance. Il existe des grands groupes de crèches, notamment le groupe Babylou qui nous a repris, qui est un groupe aujourd'hui qui représente 1200 crèches dans le monde. Donc à notre échelle de petits groupes normands, on restait petits. Mais en revanche, on attachait énormément d'importance à la qualité de l'accueil de l'enfant, au bien-être des salariés dans l'entreprise. Et donc, voilà, miser sur la qualité plutôt que la quantité, la croissance, toujours plus. C'est un choix qui a été énormément apprécié et qui faisait partie intégrante des valeurs de Pim Pam Pom et qui, à mon sens, a permis d'engager fortement les salariés dans nos choix entrepreneuriaux. C'est extrêmement intéressant, cette façon, j'allais dire, assez singulière, mais qui ne devrait pas l'être, de penser l'entreprise et de la développer comme tu et comme vous l'avez fait. Il y a quelques mots moi, qui pour moi sont essentiels. Viser la qualité plutôt que la quantité. Moi, j'ai toujours pensé que concrètement, quand on fait de la qualité, eh bien le business se fait en quelque sorte. Et puis le bon sens, gérer son entreprise, je reprends tes mots, en bon père de famille, c'est extrêmement plaisant. C'est ce que me témoignent aussi beaucoup de salariés. Parce que c'est ce qu'ils attendent et qu'ils n'ont pas toujours malheureusement. Et c'est pour ça que ce que tu nous dis, Nicolas, est précieux. Et donc, tu vois, je suis en train de me dire, mais de ton point de vue, puisque maintenant tu as un pied en dehors de l'entreprise, bien que tu vas te consacrer à une autre, mais pour autant, en ce moment, tu es là en dehors. De ton point de vue, donc, qu'est-ce qui empêche encore certaines entreprises de mettre ou de remettre de l'humain au centre? Parce que ça, c'est une réalité. Alors, je pense que la réponse, elle est dans ton introduction, Franck, où tu parlais de dimension financière, économique et ensuite de l'humain. Et ben, c'est juste qu'il faut inverser la hiérarchisation. Aujourd'hui, dans nombre d'entreprises, pas toutes, mais dans nombre d'entreprises, c'est le financier qui prime. C'est la priorité numéro 1. Et à mon sens, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est mettre d'abord l'humain et ensuite l'économique et le financier. On a tendance à oublier que derrière chaque entreprise, ben, en fait, il y a des femmes et des hommes. Et derrière chaque dirigeant, c'est pareil. C'est une femme ou un homme. Donc, ce sont des êtres humains. Moi, je disais à mes salariés, je ne suis pas un robot, hein. Je suis un homme, je suis un père de famille, je suis un mari, voilà, j'ai une vie comme vous. Donc, je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire comparé à vous. On est tous pareils, on est encore une fois tous dans le même bateau. Donc, une entreprise, c'est pas un mirage, c'est pas une espèce de nébuleuse. Il y a des femmes et des hommes qui contribuent à la réussite de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les entreprises de remettre l'humain au centre? Je pense que l'aspect financier est l'élément important. Peut-être que certaines entreprises vont privilégier la rentabilité à tout prix avant le bien-être des salariés et qu'au bout d'un moment, il faut encore une fois savoir s'arrêter. C'est-à-dire que j'aime à dire qu'une croissance infinie dans un monde fini, c'est physiquement impossible. Et qu'au bout d'un moment, il faut aussi savoir se satisfaire de ce qu'on a bâti et miser encore une fois sur la qualité du service proposé par son entreprise plutôt que sur la quantité et la croissance et le toujours plus. C'est l'une des raisons principales qui m'avait encouragé à quitter ma vie professionnelle précédente pour créer Pim Pam Pom, justement, pour arrêter d'être dans une démarche de toujours plus et se recentrer sur l'humain et la qualité. Oui, dans ce que tu nous partages, pour moi, il y a la notion de courage et de choix qui consiste à accepter l'idée qu'en priorisant l'élément humain, on va servir la cause financière. Alors que je pense que notre époque le montre très clairement, l'accent est mis dans la plupart des entreprises sur la finance, avant tout. Et pour autant, quand je discute moi-même avec certains de mes clients, quel que soit l'environnement, je pense que majoritairement, les gens se disent qu'ils sont humains. Et ils pensent que réellement, ils mettent l'humain. Et tout est organisé dans beaucoup d'entreprises, avec tout un tas de moyens, et mettant en perspective tout ce que l'entreprise peut apporter aux salariés. Et pour autant, moi, de l'autre côté, j'entends des salariés qui se plaignent d'être insuffisamment considérés. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, justement, avec ton expérience, à ces entreprises qui parlent d'humain, qui pensent mettre l'humain au centre,
Alors que manifestement, il y a un vrai décalage entre ce qui est mis en place par l'organisation, par l'entreprise et les équipes sur le terrain, par exemple. Je pense qu'il y a un coût à ne pas mettre l'humain avant tout au cœur de l'entreprise. Comme tu le disais, en fait, nombre d'entreprises vont privilégier l'aspect financier, rentabilité avant l'humain. Et en fait, je pense que c'est peut-être un bon calcul à court terme, mais c'est un mauvais calcul à long terme. Euh, oui, mettre l'humain, prendre en compte son bien-être dans l'entreprise, je donnerai des exemples après, ça peut entamer à court terme la rentabilité de l'entreprise. Mais sur le long terme, c'est moins de turnover, plus de facilité de recrutement, une meilleure image sur le territoire, moins de revendications au sein de l'entreprise qui peuvent freiner le développement de l'entreprise. Et donc sur le long terme, en fait, c'est gagnant. Je donne un exemple très concret. Dans le monde de la crèche, on a des taux d'encadrement évidemment à respecter auprès des enfants. En nombre de professionnels de la petite enfance par rapport au nombre d'enfants accueillis, nous avons fait le choix d'avoir toujours des taux d'encadrement aux alentours de 110, voire 120, dans certaines crèches même 130%, c'est-à-dire qu'on était volontairement surstaffé dans les crèches. C'est un coût. Évidemment, c'est un coût de prendre plus de professionnels que ce que le Code de la santé publique, la législation va nous imposer. En revanche, on fait moins recours à l'intérim, donc on va privilégier un accueil très qualitatif avec des professionnels qui connaissent le mode de fonctionnement de la crèche, qui connaissent les enfants, qui connaissent leurs collègues, qui connaissent nos process, qui connaissent le matériel utilisé, les produits utilisés. C'est plus de confort aussi pour les équipes parce que ça évite d'intégrer en permanence des nouveaux salariés, des gens extérieurs à l'entreprise. Et si on a un arrêt maladie ou une absence qui n'était pas prévue, on sait qu'on a cette souplesse puisqu'on est en permanence légèrement en surstaffing dans l'entreprise. Et sur le long terme, ça, c'est un gain financier et humain, parce que le turnover, ça a un coût, recruter, ça a un coût, et entre guillemets, avoir un confort dans le management et dans le quotidien de l'équipe, c'est un gain énorme au final. Et sur le long terme, financièrement, on gagne de l'argent. J'ose dire réellement que ce que tu es en train de nous faire partager, et ça ne devrait pas l'être, est quelque part disruptif. Et j'aime ça. Et moi, j'y crois vraiment. En tant que spectateur privilégié des entreprises, j'y crois totalement. Et j'aime cette phrase que tu utilises. Il y a un coût, finalement, à ne pas mettre l'humain avant tout, et un coût à long terme. Et c'est vrai. Bon nombre peuvent en témoigner. Et pour autant, c'est rare aujourd'hui d'entendre cela. Et j'ai l'exemple d'une entreprise qui fait l'exact inverse et qui fait en sorte de réduire au maximum les coûts, ce qui peut se concevoir hein, quand on gère une entreprise. Le compte d'exploitation est fondamental, mais pour autant, ce qu'on gagne, comme tu le dis très bien à court terme, on risque de le perdre à moyen et long terme. Et moi, ce qui me perturbe, finalement, je reviens là-dessus. Qu'est-ce qui fait que ce qui nous paraît évident à toi, à moi et à bon nombre de personnes que nous côtoyons et avec lesquelles on partage ce point de vue, qu'est-ce qui fait que on assiste quand même très souvent à l'exact inverse et qui fait tant souffrir finalement tant de salariés? Alors peut-être que je sais pas, je suis pas dans les entreprises auxquelles on pense, mais peut-être que il y a un enjeu de transparence aussi. Je rebondis sur ce qu'on disait à l'instant, hein, sur le coût. C'est comme si on disait, voilà, former un salarié, ça a un coût. Ah oui, c'est un coût. Il faut payer la formation. Le salarié va être absent pendant X jours. C'est un coût pour l'entreprise. Mais combien ça coûte de ne pas les former? Combien ça coûte de ne pas avoir un salarié qui est en évolution professionnelle, qui peut être frustré, qui va partir, qu'il va falloir remplacer? Ça a un coût énorme. Et donc, quand on est dans une démarche beaucoup plus transparente, je pense qu'on va avoir beaucoup moins de résistance dans cette démarche-là. Alors, pour être honnête, quand moi j'ai lancé Pim Pam avec mon associé, c'était quelque chose qui était assez inné, un peu évident. C'était l'humain au cœur du projet. C'est la première phrase qui a été écrite quand je suis parti de la feuille blanche et du crayon pour Pim Pam Pom. J'avais pas le nom encore. C'était l'humain au cœur du projet. Et puis concrètement, derrière, quand on recrute des salariés, c'est vrai que certains vont être un petit peu méfiants en se disant mais pourquoi il me demande mon avis? Pourquoi il me laisse libre dans cette décision-là? Il va me demander quelque chose en contrepartie. C'est bizarre pour un gérant de faire ça.
Et puis au fil du temps, quand on commence à se connaître, les équipes comprennent que non, c'est juste par souci de transparence. Donc nous, dans notre manière de manager, par exemple, chez Pimpapam, on était très transparent sur les objectifs, sur les enjeux de l'entreprise, sur les directions, les orientations qu'on voulait faire prendre à l'entreprise. Si on avait un projet de crèche, une idée d'implantation, de nouvelle implantation, on partageait ça avec les équipes. On leur faisait part de nos réussites, de nos succès, mais aussi de nos difficultés parfois. Et ça allait très loin, c'est-à-dire que trimestriellement, par exemple, on avait des réunions avec chaque crèche où on partageait l'évolution du chiffre d'affaires, on partageait les charges, les recettes, le résultat de l'entreprise. Donc les salariés étaient au courant au trimestre des chiffres, des données financières de l'entreprise pour être dans une transparence la plus totale. Et encore une fois, c'est une très bonne manière de les embarquer avec nous dans le même bateau. Et puis, encore une fois, pour les impliquer et les engager, je pense que leur donner le droit à l'erreur, c'était quelque chose de très important. Quand on est dirigeant, des fois on se trompe, hein, évidemment, et c'est pas forcément l'image qu'ont les salariés de leurs dirigeants. Il a forcément réponse à tout et il doit tout savoir, un peu comme un enfant avec son parent. Forcément, il sait tout. Ben non, le dirigeant il peut se tromper et le salarié aussi. Et donc permettre l'erreur à son salarié, c'est lui dire regarde, en fait, on est pareil. Je ne t'en voudrais pas, et tant que cette erreur est assumée et assumable, on va avancer ensemble. Voilà. Donc, transparence égale, à mon sens, moins de résistance. Et donc plus d'engagement, puisque c'est un sujet majeur aujourd'hui, l'engagement et la motivation des salariés. Combien d'entreprises abordent ce sujet parce que c'est un enjeu primordial. Et peut-être on pourrait le résumer de façon très sommaire en disant que tu nous mets sur la table peut-être 2 points fondamentaux. Être transparent et dire ce qu'on pense. Et savoir le communiquer, bien sûr. Et puis, le droit à l'erreur, bien évidemment, ça tout le monde le sait, on l'apprend dans toutes les écoles, soi-disant, mais pour autant, quand on se retrouve au quotidien, c'est bien plus complexe à mettre en œuvre. Je me dis aussi que ce serait intéressant que tu puisses nous faire partager et faire partager je sais pas moi, à des entrepreneurs, à quelqu'un qui va peut-être se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, quel serait le conseil prioritaire que tu aimerais transmettre pour concilier au mieux humanité et performance économique, puisqu'une entreprise doit performer et être rentable? Alors la vie, elle est pleine d'imprévus, Franck. J'imagine qu'après tes presque 30 années d'expérience en tant que formateur, tu as dû voir beaucoup de choses. Et donc j'aurais envie de dire, n'oublie jamais que la vie, elle est pleine d'imprévus. Et n'oublie pas que le salarié qui est en face de toi aujourd'hui, ça peut devenir ton employeur demain. Et si c'était le cas, comment est-ce que tu aurais envie d'être managé par ton salarié qui est devenu ton employeur? En fait, la vie fait que les gens changent d'entreprise, c'est fini, hein. L'époque de nos parents, nos grands-parents ont resté 30 ou 40 ans dans les entreprises, tout ça c'est fini. Et donc, moi j'ai des exemples, hein, où aujourd'hui, mon ancienne DRH est devenue mon client. Ma relation avec elle n'a pas changé puisque je l'ai toujours considérée correctement, entre guillemets, d'égal à égal. Alors certes, j'étais son N+1, mais j'ai toujours été transparente avec elle, je me suis toujours comporté en tant que bon père de famille, comme je disais tout à l'heure. Et donc voilà, le conseil, ce serait peut-être, si ton salarié devient ton employeur demain, comment est-ce que tu as envie d'être managé par cette personne-là? Et ça te donnera la réponse sur la manière avec laquelle toi, tu peux et tu dois manager tes équipes. Voilà un vieux principe éducationnel. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. J'aime beaucoup parce que c'est la réalité, ce devrait être en tous les cas la réalité. C'est aussi une bonne façon d'envisager le management et la relation à l'autre et la relation avec son subordonné. Et au moment où on va bientôt conclure, il y a tout de même quelque chose qui, quelque part, me tiraille parce que certains pourraient se dire en nous écoutant, voilà, on a évoqué, j'ose te le dire, Nicolas, je vais être un brin provocateur, quelques poncifs pour eux. C'est-à-dire qu'il faut écouter, il faut être transparent, peut-être empathique, parce que ça, on n'a pas nécessairement utilisé le mot, mais ça revient à cela. Et ce que je me dis, parce que tu l'as dit, ça fait quelques années que je travaille, c'est comment passer de quelque part d'une forme de théorie à l'action concrète et quotidienne, systématique.
Et je souhaite que tu acceptes que ces derniers mots, tes derniers mots, soient tournés vers ce passage en quelque sorte de la théorie à la pratique. Qu'est-ce qui fait que des gens bien intentionnés aient parfois des difficultés à mettre en pratique ces bons principes? Et qu'est-ce que, de ton point de vue, il faudrait faire pour que ce soit réellement appliqué? Nous, chez Pim Pam Pum, on avait certes des process clairs qui étaient établis et ça avait l'avantage de permettre à chacun de se positionner clairement. S'il y avait une interrogation, on savait qu'on avait un process. Pour créer cet engagement et cet esprit d'équipe, on avait des rituels, soit des rituels avec chaque directrice de crèche, soit des rituels par crèche, donc avec les équipes. Donc, chaque crèche représentait entre 20 et 30 personnes à peu près. Mais en revanche, les rituels devaient être respectés. Donc, si on en avait un tous les 15 jours, il devait être respecté. Il devait être concis, exhaustif et efficace. Pas de réunionnite. Le maître mot, c'est on rentrait dans le bureau d'un des gérants de Pim Pam Pum, on ressortait avec une réponse. Donc, je pense que c'était aussi la force de l'entreprise, c'est d'avoir une faible inertie dans les prises de décision. Et ça permettait d'être toujours en mouvement. L'entreprise était toujours en mouvement. Ce que tu évoques là, à cette question, j'allais dire un peu délicate, hein, que je t'ai posée, passer de la théorie à la pratique, moi je crois beaucoup à cela, à la façon avec laquelle tu as organisé ces rituels et le fonctionnement entre vous. J'y crois beaucoup et tu me permettras exceptionnellement de compléter parce qu'en te posant cette question, j'avais une idée derrière la tête. C'est qu'au-delà de toutes les choses, j'allais dire pratiques, techniques, organisationnelles, qui sont extrêmement importantes, il y a pour moi un élément fondamental aussi pour compléter ta réponse, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que moi qui te connais, je sais que tu es tourné vers l'humain, que c'est ton état d'esprit, c'est ta façon de penser, de faire, pas qu'au travail, dans la vie, et que ça doit se retrouver. Et c'est ça qui fait aussi que le chef d'entreprise que tu es, et l'individu que tu es et que nous sommes, eh bien, est capable d'appliquer ces bons principes. Voilà. Même s'ils paraissent simples, ils ne sont surtout pas simplistes. Peut-être aussi garder à l'esprit que tout ça, en fait, c'est qu'un job. Hein. De toute façon, on n'en sortira pas vivant. Donc, il faut peut-être pas se mettre la rate au courbouillon tous les jours. Il y a des hauts, il y a des bas dans l'entrepreneuriat. Mais ça reste qu'un métier. Et je le disais parfois à mes salariés aussi, en disant, voilà, il y a plein d'autres choses aussi dans la vie. Il y a autre chose que votre job. Et l'échec, s'il y a échec, c'est pas une fin en soi, c'est qu'une étape peut-être pour un prochain succès. Et si tu me permets, Franck, je vais finir par une citation qui n'est pas de moi, qui est d'un entrepreneur qui partait en retraite. Quand moi, je lançais Pim Pam Pum en 2010, quand j'étais vraiment en phase de création d'entreprise, et il me disait, tu sais, Nicolas, dans ta vie de dirigeant, tu gagneras peut-être de l'argent, mais c'est même pas sûr. Tu pourras probablement en perdre aussi. Il y aura des moments géniaux, mais des moments très difficiles. En revanche, souviens-toi que c'est la plus belle aventure humaine que tu auras au cours de ton existence. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir de l'entrepreneuriat. C'est une superbe et incroyable aventure humaine. Ça me fait penser à quelques remarques que j'ai pu partager par le passé, à ceux qui créent une entreprise dans l'espoir de faire de l'argent. Je pense que c'est se tromper et confondre l'objectif et le moyen. Et je ne connais pas cet homme dont tu parles, mais j'ai vraiment tendance à souscrire à cette remarque que je trouve vraiment belle. C'est une aventure avant tout humaine. Dis-moi, je ne peux résister à te poser une toute dernière question très très courte pour nos auditeurs afin de encore mieux te comprendre. Quelle question aurais-tu aimé que je te pose et finalement que je ne t'ai pas posée? Je vais répondre de manière courte. Est-ce que tu as douté à un moment dans la création de l'entreprise? Voilà. Et la réponse à ma question, c'est non. En fait, quand je regarde dans le rétroviseur, après 14 ans à la tête de Pim Pam Pum, il y a eu des moments très, très difficiles, évidemment. À aucun moment, j'ai douté. Parce que je regardais devant et que je vais faire un clin d'œil à quelqu'un que j'apprécie énormément. La vision déterminant le comportement. Si on a une vision positive de l'avenir, notre comportement s'adaptera en conséquence. J'aime quand tu le dis sous cette forme.
Nicolas. Et en plus, ce que tu évoques sur le doute qu'on a quand on est dans une phase de création me fait particulièrement écho, puisque je suis moi-même dans cette situation. Et je vais m'en nourrir. Eh bien, écoute, Nicolas, nous arrivons au terme de ce premier podcast. Je tiens d'abord vraiment à te remercier chaleureusement de t'être prêté au jeu de l'interview. Et tu as été le premier interviewé, je l'espère, d'une longue série, je l'espère. Et j'ai trouvé, en tous les cas, et j'espère que nos auditeurs également, j'ai trouvé ce moment en ta compagnie vraiment riche et inspirant. Et empreint, évidemment, je reprendrai quelques-uns de tes mots, de bon sens, d'approche simple, mais pas simpliste. Et ce premier épisode, en tous les cas auquel tu as bien voulu participer, marque le début d'une aventure, comme je te le disais, parce que autour de C'est autorisé, ce podcast, mon ambition, elle est simple. Donner la parole à ceux qui, comme toi, osent faire différemment, qui osent mettre en lumière des démarches concrètes, mais tout cela autour de l'humain. Et surtout, montrer qu'il est possible d'allier à la recherche de performance économique une organisation qui met l'homme au centre de tout. Alors, mesdames et messieurs, si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à ce podcast pour découvrir et suivre les prochaines interviews. Et si vous avez des remarques, des idées, des suggestions, écoutez, j'en serais ravi, parce que vos retours, vos réflexions, encouragements sont le carburant de ce projet. Vous pourrez également me suggérer des noms de dirigeants, de managers, de personnes qui ont eu ou qui ont un parcours inspirant. Car ce podcast est aussi le vôtre. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à toi Nicolas. Et d'ici là, gardez à l'esprit, faire autrement c'est possible, faire mieux c'est autorisé.